Bonjour à tous. Bonjour, Isabelle de Oliveira, directrice des formalités chez Medialex. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau webinaire. Alors, on va attendre une minute ou deux que tout le monde puisse se connecter et nous rejoindre. Je vous rappelle que le replay du webinaire sera mis à votre disposition à l'issue de ce dernier et qu'il y aura également la présentation. Donc, inutile de prendre des notes. Tout vous sera transmis à l'issue du webinaire. Voilà, on va attendre encore une petite minute. Je vois que vous êtes nombreux. Bonjour à tout le monde. Je vois que vous êtes déjà 191. Ah oui, ça monte. Voilà, tout le monde commence à se connecter, c'est génial. Un petit peu de contexte, on va commencer avec un petit peu de contexte, le temps que tout le monde finisse de se connecter. On avait fait le 30 septembre dernier un webinaire sur la TUP et la fusion simplifiée. Et on avait abordé uniquement dans ce cadre-là l'aspect formaliste. Voilà. Et on s'était dit, on se retrouvera plus tard pour parler un petit peu de l'aspect juridique et fiscal, puisqu'on sait que quand on prend la décision d'une opération ou d'une autre, eh bien, il faut rentrer tous ces paramètres pour prendre une décision bien éclairée. Et donc aujourd'hui, on est en partenariat avec Fiteco, avec qui c'est un partenaire privilégié de Medialex, qui va venir nous apporter toute son expertise juridique et fiscale sur le sujet. Alors, je vous déroule un petit peu le programme de ce webinaire. On va faire quelques rappels essentiels, une comparaison des régimes, et puis surtout des conseils, qu'on a sur des sujets qu'on a pu rencontrer avec nos différents clients, que ce soit le réseau Fiteco ou Medialex. Et puis il y aura une séance de questions-réponses. Donc n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat et on essaiera de répondre au maximum de questions en fin de présentation. Je passe la parole à Patrick Ladonne. Merci Isabelle et bonjour Isabelle. Bonjour à toutes et à tous. Oui, c'est en effet encore un bon moment technique sur un sujet très technique en effet, que l'on va vous présenter dans le cadre de ce webinaire. Il s'inscrit dans notre partenariat privilégié, comme vous le disait Isabelle, entre Medialex et Fiteco. Ça fait notre deuxième webinaire ensemble, Isabelle. Tout à fait. L'idée, en effet, c'est d'apporter quelques éclairages, parce que le sujet est vaste, mais quelques éclairages sur les aspects fiscaux et juridiques. Donc, on a volontairement écarté la partie comptable, qui est elle-même aussi très technique. Là, on rentre vraiment dans des sujets un petit peu sport, que ce soit sur les problématiques de prime de fusion, valide fusion, bonus de fusion, enfin tous ces techniques. Donc, on n'abordera pas les sujets comptables. On s'en tiendra déjà aux sujets fiscaux et comptables, fiscaux et juridiques, pardon. Sinon, on aurait au moins 2 jours à passer sur le sujet. Voilà. Vous êtes, vous m'entendez bien, oui. Vous êtes avec nous, donc Annabelle et Charles. Oui, bonjour à tous. Bonjour à tous. Donc Annabelle, tu es. Alors, donc moi, je suis fiscaliste chez Fiteco au sein du département juridique et fiscal. Et donc, je suis accompagnée de Charles ce jour. Et moi, je suis juriste chez Fiteco, ancien avocat et département juridique et fiscal aussi de Fiteco. Voilà. Je vous laisse agir. Oui. On prend la suite. Alors, dans un premier temps, on s'est dit que c'était bien de commencer par des rappels qui paraissent essentiels et notamment commencer par définir les opérations. Donc, on va commencer par la TUP, ou dissolution-confusion. Donc, c'est le cas où toutes les actions ou parts d'une société sont réunies en une seule main. Et la dissolution de cette société entraîne la transmission universelle du patrimoine, actif et passif, à l'associé unique, personne morale, sans qu'on ait besoin de réaliser une liquidation. Une dissolution sans liquidation. Et la fusion simplifiée, c'est une fusion entre des sociétés sous contrôle commun. Il y a plusieurs cas que va développer Annabelle plus tard, qui permet d'écarter certaines formalités, et notamment les AG d'approbation de la fusion. On verra plus tard les formalités qui permettent d'être écartées par la fusion simplifiée, tout en conservant l'effet de transmission universelle du patrimoine, à l'image de ce qui se passe pour la TUP.
Alors, une fois qu'on a dit ça, la question, c'est concrètement, dans quel cas de figure pouvons-nous rencontrer des TUP ou des fusions simplifiées? Alors, pour la TUP, il y a une condition qui est très stricte, c'est que la société absorbante doit détenir 100% du capital de la société absorbée, de la société dissoute. Pour la fusion simplifiée, les critères sont un petit peu plus souples, puisqu'on peut la mettre en place soit lorsque la société absorbante détient 100% des titres de la société absorbée, mais ce pourcentage peut descendre à 90% quand on est en présence de sociétés par action. Par ailleurs, la fusion simplifiée, depuis 2019, on peut également la rencontrer entre sociétés sœurs. C'est-à-dire lorsqu'on a une société qui détient 100% du capital ou au moins 90% des droits de vote, si c'est une SA, d'une société 1 et d'une société 2, on peut avoir une fusion entre sociétés sœurs sous le régime de la fusion simplifiée. Alors, pour que ce soit un peu plus parlant, je vous ai mis des schémas. Dans le premier, on a une holding qui détient 100% d'une société. Dans cette configuration, on peut soit mettre en place une TUP, soit une fusion simplifiée. Les deux opérations sont possibles. Dans le deuxième cas de figure, on a envisagé une holding qui détiendrait 90% d'une société par action, dénommée société 1. Dans ce cadre-là, la TUP, elle est écartée, on n'a pas la détention des 100%. En revanche, on peut quand même avoir une fusion simplifiée. Et le troisième cas de figure, c'est celui que je vous évoquais pour les fusions entre sociétés sœurs. Donc là, on veut fusionner les sociétés 1 et les sociétés 2. La TUP n'est pas possible. En revanche, on peut mettre en œuvre une fusion simplifiée. Et juste pour préciser, ces opérations sont toujours réalisées à l'endroit. Oui. C'est-à-dire que c'est la société filiale qui sera absorbée par la société mère. Donc si on vous parle de TUP à l'envers, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, c'est un problème. Voilà, c'est toujours l'absorbante qui détient le contrôle à l'issue de l'opération. Alors, parfois, du coup, ce qu'on peut en tirer comme conclusion, c'est que selon les critères de détention, il y a une opération qui sera forcément imposée par rapport à une autre. On voit bien là que dans les cas de figure 2 et 3, on ne peut pas aller sur une TUP, c'est forcément une fusion simplifiée. En revanche, on a des situations, la situation 1, pour lesquelles on peut soit avoir une fusion simplifiée, soit une TUP. Donc, la question, c'est quand on peut mettre en œuvre l'une ou l'autre des opérations, quels critères peuvent nous aider à choisir, à privilégier une opération plutôt qu'une autre? Alors, on a envisagé le sujet sous deux axes. Tout d'abord, une comparaison des régimes fiscaux, puis on poursuivra avec une comparaison des régimes juridiques. Alors, en matière de régime fiscal, déjà, dans les deux opérations, on a quand même un principe commun, c'est qu'on a une transmission universelle du patrimoine à une personne morale. C'est-à-dire qu'on a une substitution dans tous les biens, droits et obligations. Tous les éléments de l'actif et du passif de la société absorbée sont transférés à l'absorbante. Et ça, c'est la même chose dans les deux cas. Alors, comme l'a dit Patrick en introduction, sur le plan comptable, les enjeux sont très maîtrisés puisqu'on est dans des opérations à l'endroit, sous contrôle commun, donc elles sont toujours réalisées à la valeur nette comptable. Alors, quand on dit ça, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on n'a pas de réévaluation des actifs et des passifs au bilan. Au bilan de la société absorbante, on retrouvera les éléments de la société absorbée pour la valeur qu'ils avaient au bilan de la société absorbée. Et on retrouve tout le patrimoine de la société dissoute au bilan de la société absorbante. Donc ça, c'est quelque chose qui est commun pour les deux opérations. En revanche, une fois qu'on a dit ça, les enjeux comptables sont maîtrisés, mais du coup, comme le disait Patrick, on ne regardera pas en détail le traitement comptable des opérations. Pourquoi? Parce que le traitement comptable des opérations, c'est plutôt une conséquence concrète de l'opération qu'on aura choisi de mettre en place. Mais ce n'est pas un élément de décision, ce n'est pas un élément de choix. Donc, tout ce qui concerne effectivement les bonus de fusion, les primes d'émission, ne sera pas abordé puisque là, c'est vraiment la partie conséquence. Et là, l'objectif du webinaire, c'était plutôt de donner des critères qui peuvent vous permettre de choisir une opération plutôt qu'une autre. Toute cette partie-là ne sera pas abordée. Alors, en revanche, comptablement, donc je vous le disais, tout est traduit à la valeur nette comptable. Il n'y a pas de réévaluation. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, même si on n'a pas de réévaluation comptable, ce n'est pas pour autant qu'il n'y a pas potentiellement des conséquences fiscales à l'opération de TUP ou de fusion simplifiée. Effectivement, même si les opérations sont réalisées à la VNC, on peut quand même avoir de la fiscalité, notamment sur des plus-values latentes. Alors, concrètement, qu'est-ce qui se passe quand on a une TUP ou une fusion? Alors,
déjà, c'est important de dire que dans les deux cas, le régime fiscal est le même. Donc, je vais dérouler le régime fiscal, mais finalement, et on verra par la suite, mais c'est plutôt le régime juridique, sauf opération particulière, qui guidera le choix d'une opération plutôt que d'une autre. Ceci étant dit, même si le régime fiscal est identique, on trouvait que c'était quand même important de le reprendre ensemble. Donc, le principe, quand on réalise une opération de TUP ou de fusion simplifiée et qu'on est placé sous le régime fiscal de droit commun, c'est que ces opérations entraînent une cessation d'activité de la société absorbée, de la société dissoute. Une cessation d'activité au sens fiscal. Alors, qu'est-ce que ça veut dire une cessation d'activité au sens fiscal? Ça veut dire qu'en matière d'impôt sur les sociétés, on a une imposition immédiate au nom de la société absorbée de l'ensemble des bénéfices qui n'ont pas encore été taxés, des provisions qui n'ont pas été réintégrées, mais surtout, j'ai envie de dire, des plus-values latentes constatées à l'occasion de la fusion. Donc là, vous allez avoir un exemple par la suite qui illustre, mais on peut avoir une fiscalité assez lourde qui découle de l'opération. Concernant les déficits fiscaux, si jamais il y a des déficits fiscaux chez la société absorbée, selon le régime fiscal de droit commun, les déficits fiscaux de la société absorbée ne sont pas transmis à la société absorbante. C'est-à-dire que si j'ai des déficits dans ma filiale, eh ben, ma holding qui perdurera à l'issue des opérations ne pourra pas imputer les déficits de la filiale qu'elle détenait antérieurement sur les résultats futurs de l'activité. Ça, c'est le régime de droit commun. En matière de droit d'enregistrement, même si on est sous le régime de droit commun, là, on a un enregistrement gratuit des opérations, quel que soit le régime fiscal appliqué. Alors, le régime fiscal de droit commun, il peut être assez douloureux quand on tire les conséquences de l'opération. On vous a illustré avec un bilan. C'est assez simplifié, voilà, assez basique, mais ça permettra d'illustrer le propos. Imaginons qu'on ait une société, une SARL par exemple, avec à l'actif un immeuble pour 150 000 euros, 100 000 euros de trésorerie, des dettes pour 190 000 euros et des capitaux propres pour 60 000 euros. Ça, c'est pour avoir notre bilan à l'équilibre. Ce qui nous intéresse surtout, c'est les actifs. Pourquoi ? Parce qu'on le disait, dans le cadre d'une TUP ou d'une fusion, si on est sous le régime fiscal de droit commun, on a une imposition immédiate des plus-values latentes de la société absorbée. Donc là, on imagine que c'est le bilan de la société qui va être dissoute. Sinon, ça a moins d'intérêt. Donc, ma trésorerie, il n'y a pas de sujet. 100 000 euros de trésorerie, c'est 100 000 euros de trésorerie. En revanche, pour l'immeuble, là, on a un immeuble qui est valorisé au bilan à 150 000 euros. C'est sa valeur nette comptable. Imaginons que mon immeuble, il ne vaut plus 150 000 euros, mais il vaut en valeur réelle 400 000 euros. Ça veut dire que j'ai une plus-value latente de 250 000 euros. C'est la différence entre mes 400 000 euros et mes 150 000 euros d'immeuble. Et bien, si je suis sous le régime fiscal de droit commun et que cette société est absorbée à l'occasion d'une opération de TUP ou de fusion, j'aurai une imposition liée à l'opération sur ma plus-value latente. Donc, mes 250 000 euros de plus-value latente, ils seront taxés à l'impôt sur les sociétés au taux de droit commun. Donc, si on pose le calcul basiquement, 250 000 fois 25% de taux de droit commun d'IS, d'impôt sur les sociétés, ça fait 62 500 euros d'impôt. Alors que je suis dans une opération qui n'a pas généré de liquidité, c'est un simple échange de titres. Donc, ça veut dire quoi ? 62 500 euros, ça veut dire que si je suis sous le régime fiscal de droit commun, je peux avoir des conséquences fiscales assez lourdes et une imposition assez importante à acquitter du fait de la réalisation des opérations. Alors, heureusement, il existe un régime fiscal de faveur. J'ai envie de dire heureusement, parce que s'il n'existait pas, je pense que ce serait des opérations qu'on rencontrerait beaucoup moins. Il existe un régime fiscal de faveur qui permet d'avoir une neutralité fiscale des opérations. Alors, ça découle de l'article 210A du Code général des impôts. Donc, souvent, on va dire que c'est des opérations placées sous le régime de l'article 210A du Code général des impôts. Alors, cet article, il permet quoi ? Attention, il ne permet pas une exonération d'imposition sur les plus-values. Donc là, si je reprends mon exemple d'avant, il ne dit pas que mes 250 000 euros d'impôt sur la plus-value vont être exonérés. En revanche, il nous dit que la fusion ou la TUP va être traitée comme une opération intercalaire. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on ne va pas venir constater de fiscalité au moment de l'opération.
Alors, pour pouvoir bénéficier de ce régime de faveur, il y a des conditions. Il faut que les opérations soient réalisées entre des sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés. D'ailleurs, on a assez peu fréquemment des fusions entre des sociétés à l'impôt sur le revenu et à l'impôt sur les sociétés. Rare, on était plutôt sur les associations, mais sur les sociétés, c'est beaucoup Sur plus les rare. sociétés, c'est très rare. Oui. Généralement, on fait en sorte qu'avant les opérations, les deux sociétés soient à l'impôt sur les sociétés. C'est presque un prérequis. D'une part, et d'autre part, la société absorbante doit prendre des engagements. Elle doit prendre des engagements, notamment, elle doit réintégrer dans ses bénéfices imposables les résultats qui n'auraient pas été imposés chez l'absorbé, pour qu'on ait une continuité, en fait. Et elle s'engage à calculer les plus ou moins values sur les éléments d'actifs sur la base de la valeur fiscale de l'absorbé. Voilà. D'ailleurs, on dit bien qu'au bilan, chez l'absorbante, on reprend les éléments de la société absorbée à leur valeur nette comptable. Donc, en fait, la fiscalité, elle se fera ultérieurement chez la société absorbante. On ne la constate pas au moment de l'opération. Pour autant, on n'exonère pas, mais la fiscalité interviendra au jour où il y aura, par exemple, une cession d'actifs chez la société absorbante. Là, si je reprends l'exemple de mon immeuble, la plus-value, elle sera taxée chez ma société absorbante ultérieurement sur la base de la valeur réelle, moins la valeur nette comptable. Là, qui était 150 000, mais qui peut être amené à évoluer. Ça, c'est pour les éléments non amortissables. Pour les éléments amortissables, on a une réintégration échelonnée des plus-values. Donc, l'idée, c'est que ces opérations puissent se réaliser avec une neutralité fiscale. Alors, il y a un formalisme à rédiger, notamment sur la prise des engagements. On y reviendra, mais il est très important de formaliser la prise des engagements par la société absorbante. Dans le cadre d'une fusion simplifiée, c'est déjà pour bénéficier du régime de faveur, c'est une option dans le traité de fusion, avec la reprise des engagements par la société absorbante. Et dans la TUB, comme on n'a pas de traité, c'est dans la décision de dissolution qu'on va reprendre ces engagements. Si je ne dis pas de bêtises. Donc, ce régime fiscal de faveur, il nous permet donc une neutralité. Passer d'ailleurs à la slide d'après. Il nous permet également un transfert des déficits. Il nous permet un transfert des déficits, comme je le disais, dans le régime fiscal de droit commun, les déficits de la société absorbée ne vont pas chez l'absorbante. Quand on est sous le régime fiscal de faveur, la société absorbante peut reprendre les déficits de la société absorbée. Et c'est même plutôt bien parce que jusqu'à 200 000 € de déficit, le transfert des déficits se fait de plein droit. Au-delà de 200 000 € de déficit transférable, il faut demander un agrément. Alors, avant, c'était le cas des premiers euros, il fallait systématiquement un agrément. La mesure a été assouplie. Désormais, jusqu'à 200 000 €, c'est un transfert de plein droit. Et au-delà, on demande un agrément. Alors, attention, quand on demande un agrément, il faut faire une demande préalable à l'opération. Préalable à l'opération, il faut apporter des justifications en plus, notamment des justifications économiques. Pourquoi est-ce qu'on fait cette opération d'un point de vue économique? Et il faut que la société absorbante s'engage à poursuivre pendant au moins 3 ans l'activité de la société absorbée. Donc, attention à l'effet juridique des opérations, on le verra tout à l'heure, mais en effet, le dossier d'agrément doit être déposé avant la décision d'associé unique, avant la fin des délais d'opposition des créanciers. Donc, c'est très, très important de maîtriser ces délais dans le planning. Effectivement, oui. C'est vrai qu'on a eu de la jurisprudence récente sur le sujet, ce n'était pas si clair. Mais maintenant, c'est dit très clairement par la jurisprudence. Donc, la date, vraiment, si le délai est dépassé, on perd le droit au report des déficits. Si on est au-delà de 200 000. C'est ça. Et pour finir sur le régime fiscal de la TUP ou de la fusion simplifiée, donc vraiment le régime fiscal de faveur, il nous donne droit donc à une neutralité fiscale en matière d'impôt sur les résultats et la plus-value, et il nous donne droit au transfert des déficits. Maintenant, les TUP ou les fusions, sous l'angle fiscal, il y a aussi le sujet de la rétroactivité. Alors, l'opération, par principe, elle prend effet à la date de réalisation juridique de l'opération, qui va être la date de l'acte de l'opération. En revanche, on peut prévoir dans le traité de fusion ou dans les PV de dissolution en matière de TUP, on peut prévoir une rétroactivité aux opérations. Ce n'est pas tout à fait le même régime quand on est en fusion simplifiée ou quand on est en TUP. Quand on est en fusion simplifiée et en TUP,
on peut dans les deux cas avoir une rétroactivité comptable. Non, une rétroactivité fiscale. Fiscale, autant pour moi. Dans les deux cas, on peut avoir une rétroactivité fiscale. On ne s'emmène pas les pinceaux. Mais attention, c'est dans la limite de l'exercice social. En revanche, la rétroactivité comptable, elle n'est possible qu'en matière de fusion, mais elle n'est pas possible en matière de TUP. Ce qui fait qu'en matière de TUP, on peut parfois se retrouver avec un décalage entre la réalité comptable et la réalité fiscale. Donc, on peut avoir des bilans qui ne correspondent pas avec les liasses fiscales. Voilà, il y a un traitement à faire entre voilà. la date de clôture antérieure et puis la date d'effet comptable. C'est vrai que c'est plus fort en termes de logistique derrière technique sur la mise en place des bilans. C'est ça. Donc, on vous a mis une petite frise chronologique pour voir un petit peu ce qu'on a donné en pratique. Donc, 31 octobre, N-1, on a la clôture de la société absorbée. 1er janvier N, pris des dates assez faciles, on a l'ouverture de l'absorbante. Donc, aussi la clôture de l'absorbante au 1er janvier, au 31-12. 31 mai, on a une opération de fusion ou de TUP. Et 31 décembre, on a la clôture de la société absorbante. Fiscalement, la date d'effet rétroactif de la fusion, elle ne pourra pas être antérieure à la plus récente des dates d'ouverture par les deux sociétés qui participent à l'opération. Ce qui fait que là, on ne pourra pas remonter fiscalement jusqu'au 31 octobre N-1, qui est la date de clôture de l'absorbé. On sera coincé au 1er janvier N, 31 décembre N-1, qui est la date de clôture de l'absorbante. Donc, c'est la date de clôture de la société absorbée ou absorbante la plus proche de la date de réalisation de l'opération à laquelle on peut remonter. On ne pourra pas remonter au-delà. Voilà. Donc, on a quand même une rétroactivité qui est assez limitée en pratique dans le temps. Et donc là, cette rétroactivité, si je suis en matière de fusion simplifiée, elle peut être comptable et fiscale. Donc, je peux faire interagir entre guillemets mes deux dates, je peux les faire coïncider. Et c'est ce qu'on fait. Et c'est ce qu'on fait, sauf exception particulière. Dans les opérations simplifiées, c'est ce qu'on fait. Voilà, on fait tout remonter à une même date. En revanche, en matière de TUP, je peux avoir cette rétroactivité fiscale, mais comptablement, ma date d'effet de l'opération, ce sera la date de la réalisation juridique de l'opération. Je n'aurai pas de rétroactivité. Voilà. Donc ça peut être un critère de choix parfois entre fusion simplifiée et TUP. Autant le régime fiscal de droit commun ou de faveur, c'est la même chose pour les deux. Autant la rétroactivité, on a des différences et selon les opérations, on peut parfois préférer avoir une rétroactivité fiscale et comptable. Et donc, ça peut être un élément qui fait pencher la balance en faveur de la fusion simplifiée plutôt qu'en faveur du TUP. Voilà sur les éléments fiscaux des deux opérations. Donc, je passe les mains à Charles sur le régime juridique et Isabelle. Alors, c'est moi qui vais commencer avant Charles. Hein. Désolée, Charles. Hein. Sur le formalisme, alors on en avait déjà parlé lors du dernier webinaire, parce que et là on l'a mis parce qu'une fois de plus, c'est un élément très décisif dans la prise de décision. C'est la comparaison du délai d'opposition. Hein. On sait que depuis le octobre de l'année passée, du 1er octobre 2024, le délai d'opposition pour la TUP court à compter de la publication au BODAC, laquelle est lancée par le greffe. Et contrairement à ce qui se passait avant cette date, on avait une maîtrise plus complète du délai de réalisation, puisque c'était le JAL qui lançait le délai d'opposition. Et donc le JAL, moi, je peux déterminer de la date de parution. Donc on arrivait à une date de réalisation plus ou moins maîtrisée, parce qu'effectivement, il y a l'histoire du calcul. Je vous rappellerai peut-être la règle de calcul de ce délai de 30 jours d'opposition. Mais effectivement, aujourd'hui, à l'heure où on se parle, le délai n'est pas maîtrisé. J'envoie mon dossier au greffe de dissolution par TUP, un dossier classique avec mon PV, ma pub au journal d'annonce légale. Le greffe traite la formalité de dissolution et puis le BODAC. Donc, on est soumis au délai de traitement par le greffe de la formalité de dissolution. Ensuite, il transmet au BODAC sous quel délai. C'est des délais très aléatoires, on peut le constater. Donc aujourd'hui, clairement, on n'a pas du tout la maîtrise de cette date de publication au BODAC et donc de la date de réalisation, puisqu'on sait que la TUP est l'opération qui se réalise de fait à l'issue des 30 jours d'opposition.
La fusion simplifiée, quant à elle, permet une plus grande flexibilité et plus souple en termes de date de réalisation, puisque le délai court également à partir du BODAC, mais la demande BODAC, elle est initiée directement au greffe. C'est-à-dire que ce n'est pas par une formalité, c'est une demande isolée que font les services juridiques ou vos conseils ou nous, cabinets de formalité. On fait la demande de BODAC au greffe, et puis le greffe, en règle générale, traite ces demandes sous 24-48 heures. Ensuite, il faut compter 2-3 jours de délai pour que ça apparaisse sur le site du BODAC. Donc, on peut se laisser une histoire de 5 jours pour savoir quand est-ce que la parution arrive. Et puis, ce qui est très important par rapport à la TUP, c'est qu'aujourd'hui, quand j'arrive à mon délai au bout de mes 30 jours d'opposition sur la fusion, eh bien, je ne réalise pas de fait comme la TUP, je réalise quand je veux. Donc, à partir de la date de réalisation potentielle, eh bien, je peux réaliser si mon 30e jour tombe le 16 novembre, je peux réaliser au 1er décembre comme je peux réaliser au 31 décembre. Et là, pour le coup, c'est beaucoup plus ajustable en termes de date et beaucoup plus maîtrisé. Voilà ce que je pouvais vous dire. Alors, peut-être un petit mot aussi, parce qu'on m'avait posé la question la dernière fois lors du webinaire et je n'avais pas pu y répondre sur le calcul des 30 jours d'opposition. Donc, le calcul se fait donc à compter du lendemain de la parution du BODAC. Donc, je commence à compter le lendemain en jour 1. Je compte 30 jours calendaires. Le 30e jour ne doit pas tomber un samedi, un dimanche ou un jour férié. Si le 30e jour tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié, je rajoute une journée ouvrée. Donc, par exemple, si je tombe un dimanche, je rajoute le lundi pour que les gens puissent aller déposer ou envoyer leurs oppositions, et donc je réalise le mardi. Voilà. J'espère avoir été claire. Je sais qu'on m'avait posé la question la dernière fois, je n'avais pas pu y répondre, donc je voulais revenir sur ce point. Je vous laisse passer à la slide suivante. Alors, au niveau des documents qui sont nécessaires, les documents juridiques pour la TUP et la version et la fusion simplifiée. Donc, pour la TUP, c'est très simple. Il nous faut juste une décision de dissolution de l'associé unique. Il n'y a pas besoin de traité, comme c'est le cas en fusion simplifiée, où on a besoin d'un traité de fusion, même sous le régime simplifié, c'est nécessaire, avec un nombre de mentions obligatoires assez important. Donc, le formalisme est beaucoup plus lourd pour la fusion simplifiée que pour la TUP. Notamment, on a des mentions obligatoires sur le motif de la fusion, le détail de tous les actifs et les passifs transmis. Voilà, c'est un document assez lourd par rapport à la simple décision de dissolution de la TUP. C'est essentiellement dans la déclaration de la société qu'on intègre les engagements et les options fiscales. Tout à fait. Au niveau de l'approbation des opérations et de la gouvernance, donc pour la TUP, c'est une décision unilatérale, publiable et irrévocable une fois qu'elle est publiée. Et pour la fusion simplifiée, on n'a pas besoin d'AG d'approbation, contrairement à la fusion classique, sauf si les associés qui réunissent plus de 5% du capital le demandent et demandent donc une AG sur l'approbation. C'est irrévocable parce que c'est une dissolution. Oui. On ne t'entend pas très bien, Patrick. Je disais que c'est irrévocable parce que c'est une décision de dissolution. Oui. Toute décision de dissolution est irrévocable. Ok, merci pour la précision. Alors ensuite, il y a le sujet des comptes intermédiaires. Pour la TUP, c'est très simple. Il n'y a pas d'obligation d'arrêter les comptes intermédiaires de moins de 3 mois si l'opération est réalisée plus de 6 mois après la clôture de l'exercice. Ce qui est différent pour la fusion simplifiée, où la loi nous oblige à établir des comptes intermédiaires si l'opération est réalisée plus de 6 mois après la clôture de l'exercice. Les comptes intermédiaires doivent être de moins de 3 mois avant la signature du traité de fusion. Ouais, donc ça veut dire que si je fais l'opération au 4e mois qui suit l'ouverture de l'exercice, si je suis dans une TUP, je n'ai pas besoin de comptes intermédiaires. Mais par contre, dans une fusion, je suis obligée d'établir des comptes. Pour la TUP, on pourra se baser sur les derniers comptes arrêtés par la société, alors que pour la fusion simplifiée, on devrait établir des comptes intermédiaires. Au niveau de la publicité, alors Isabelle en a déjà parlé, mais je vais faire un petit récapitulatif. Pour la TUP, il y a une publication dans un journal d'annonce légale, un dépôt au greffe, charge de la publication de la décision de dissolution par un avis au BODAC.
Alors, pour la fusion simplifiée, c'est plus simple. Il n'y a pas de JAL. Il y a un dépôt au greffe du traité de fusion et une publication du projet de fusion au DAC. Où la loi nous permet aussi de remplacer cette publication du projet de fusion au BODAC par une publication du projet de fusion sur le site de la société pendant moins de 30 jours avant l'AG, s'il y a AG, ou la date d'effet de la fusion simplifiée. Très bien cette précision. C'est vrai que je ne l'avais pas apporté. On le voit de plus en plus, nous, en termes de formalité. Beaucoup d'entreprises qui possèdent un site Internet, elles y trouvent encore plus de flexibilité à pouvoir publier elles-mêmes, en fait. Hein. Exactement. Ce qui n'est pas permis pour la TUP. Alors, la date d'effet peut être différente aussi. Ça, Isabelle l'a déjà évoqué. Donc, pour la TUP, c'est à l'issue du délai d'opposition des créanciers ou après rejet judiciaire des oppositions. Alors, pour la fusion simplifiée, elle peut être fixée par le traité, sous réserve de respecter le délai de publicité de 30 jours, opposition des créanciers ou publication sur le site Internet. Donc, les conséquences sont les suivantes. En matière de TUP, en cas d'opposition, la TUP est automatiquement suspendue jusqu'au règlement des oppositions et ça rend la date d'effet incertaine au jour de la décision de TUP. En revanche, pour la fusion simplifiée, on peut choisir la date de réalisation, la date d'effet de la fusion simplifiée, malgré l'opposition, le traité fixant donc la date d'effet avec toujours le minimum légal du délai de 30 jours qui suit le début de la publication au BODAC ou la publication sur le site Internet de la société. Alors, Charles, c'est quoi cette opposition? Cette opposition des créanciers. Alors, c'est les créanciers qui n'ont pas été réglés et qui demandent donc le règlement de leurs créances auprès du tribunal de commerce du lieu du siège social de la société dissoute pendant le délai pour faire opposition. Alors, quel est le formalisme que doit revêtir cette opposition? C'est soit une assignation, soit une remise au greffe d'une requête conjointe. Et une fois cette opposition formée, le tribunal saisi a trois options. Soit il rejette l'opposition, et dans ce cas-là, la date d'effet est la date du rejet d'opposition. Soit il ordonne le remboursement des créances, soit il ordonne la constitution de garantie si l'associé unique peut en offrir et si elles sont jugées suffisantes. Donc, ça peut entraîner des délais supplémentaires. Tout à fait. Alors, nous avons établi des calendriers simplifiés donc pour la TUP et la fusion simplifiée qui vont récapituler ce que nous nous sommes dit. Donc, à la date J, on a la décision de l'associé unique de dissolution. À J+2, on doit faire un enregistrement fiscal, comme vous l'avez évoqué, Annabelle, de la décision de dissolution. Puis après, une publication de la décision sur un support d'annonce légale, ce qu'on a vu tout à l'heure. En même temps, on fait une demande d'inscription modificative au RCS, au registre du commerce des sociétés, qui va lui-même se charger donc d'une insertion au BODAC, qui va faire courir le délai d'opposition des créanciers. Et à l'issue de ce délai d'opposition des créanciers, la TUP est réalisée. Voilà. S'il y a des oppositions qui sont retenues. Voilà, ça dépend le J+38 des oppositions. Ça Exactement. dépend du décompte du délai de 30 jours tel que l'a précisé Oui. Daniel, qui peut parfois être plutôt de 31 ou de 32 jours selon les cas, mais ça permet Oui. déjà d'avoir une projection quand même sur. Tout à fait. Il peut y avoir un décalage. J'ai mis à la même date la demande d'inscription modificative au RCS et la publication au BODAC, mais comme le précisait Isabelle, il peut y avoir une semaine ou 10 jours de délai entre ces deux formalités qui sont dues à la diligence du greffe. Ça sera 2 mois. Ouais. Oui, une fois qu'on a dit tout ça, effectivement, on est plus près des 2 mois. Pour la fusion simplifiée, c'est un peu plus long. Parce qu'on doit prévoir d'abord une réunion de l'Assemblée générale ordinaire de chaque société pour arrêter les modalités de la fusion, finaliser le traité de fusion et donner à chacun des dirigeants le pouvoir de signer le projet de fusion.
signature du projet de fusion qui intervient en général le jour même de l'Assemblée ou le lendemain. Ensuite, on retrouve les formalités, sauf les mêmes formalités que pour la TUP, sauf le journal d'annonce légale qui n'a pas d'être. Donc, on dépose le traité de fusion au greffe. S'ensuit une publication de l'avis au BODAC ou la publication sur le site internet de chaque société, ce qu'on a vu tout à l'heure. Ensuite, à l'issue de la publication du traité de fusion, on fait courir le délai d'opposition des créanciers, qui là est incompressible, c'est 30 jours. Et à l'issue de ce délai de 30 jours, donc expire le délai d'opposition des créanciers. Et on peut commencer les formalités qui sont les mêmes que pour la TUP, c'est-à-dire enregistrement gratuit, comme vous l'a précisé Annabelle, formalité de publicité au greffe, avis au BODAC, on reprend les mêmes formalités une fois que la fusion a pris effet, et inscription modificative au RCS, qui rend la fusion opposable au tiers. C'est dans la dernière formalité. Et là, on est donc sur un délai de J-40, 70 jours. Donc, qui est plus long. Donc, plutôt avantage à la TUP sur le, oui, sur le calendrier. Sur les délais, sur le calendrier. Une fois qu'on a dit ça, je sais pas, est-ce qu'il y avait des la partie conseil avec Agnès. Voilà, la partie conseil avec Agnès, puisque l'idée c'est d'apporter plusieurs conseils. Effectivement, une fois qu'on a dit ce qu'il y avait à dire sur le régime juridique et le régime fiscal, il y a, selon les opérations qu'on peut rencontrer, des réflexes à adopter et des pièges à éviter. Alors, en matière de fusion ou de TUP, là, les conseils valent pour les deux opérations. Tout d'abord, premier piège, c'est ne pas reprendre, on l'a déjà dit, mais ne pas reprendre dans l'acte les engagements de la société absorbante pour bénéficier du régime fiscal de faveur. Effectivement, que ce soit dans le traité de fusion ou dans la décision de dissolution, voilà, la déclaration de dissolution, il faut absolument que les engagements soient repris par la société absorbante. Et il faut que ces engagements soient détaillés. Il faut qu'on les retrouve très clairement. Le seul fait de viser l'article du Code général des impôts ne suffit pas. Et on a d'ailleurs de la jurisprudence à cet effet. C'est ça. Et en fait, il ne faut pas non plus faire son marché dans l'article du Code général des impôts, dans le 210A. Oui. Il faut vraiment reprendre tous les engagements, y compris si on n'a pas de provision, si on n'a pas s'il y a des sujets qui ne sont pas que l'on ne rencontre pas à l'occasion de l'opération. Il faut reprendre l'intégralité des engagements pour que le régime de faveur soit applicable. C'est très important. Ouais, c'est un formalisme qui est vraiment très strict, puisque sinon, si on ne respecte pas cette obligation, on encourt la remise en cause du régime fiscal de faveur, qui, selon les cas et les éléments à l'actif, peut être plus ou moins dramatique dans le cadre des opérations. Deuxième conseil, c'est, on l'a vu, c'est ne pas négliger le droit d'opposition des créanciers et ses conséquences, notamment pour la TUP, qui peut être décalée en fonction de l'admission des oppositions. Et le dernier conseil, qui est très important, on y reviendra aussi tout à l'heure, c'est ne pas négliger l'analyse des contrats de la société absorbée. Il y a certains contrats incessibles, notamment en cas de marché public, qui font que on peut se questionner sur l'opportunité d'une TUP ou d'une fusion simplifiée. Et les prêts bancaires aussi, où souvent une fusion, une restructuration de société peut entraîner une exigibilité anticipée de ces prêts. Et donc, la documentation bancaire souvent prévoit un agrément de la banque pour pouvoir réaliser cette fusion et pouvoir maintenir le prêt au niveau de la société absorbante ou la société tupante. Donc, ça veut dire qu'il est préférable de réaliser un audit quand même préalablement aux opérations. Très important. Des contrats, notamment, et des clauses contractuelles pour vérifier s'il y a des demandes à réaliser, notamment des demandes d'achat. Ça peut être juste une notification, mais ça peut être souvent un agrément. Donc, avant de se lancer dans la rédaction, il faut bien auditer les contrats. Bien auditer tous les contrats. Alors, quelques conseils aussi côté formalité. On les avait vus également lors du premier webinaire qui est sur le formalisme. S'assurer que le RNE est bien à jour de toutes les données de l'entreprise. On sait qu'aujourd'hui, c'est un enjeu. Le RNE présente encore parfois et souvent des petites parties, des erreurs, tout simplement, qui ne correspondent pas à la réalité des faits. Donc,
Je suis sympa, hein. On est obligé, voilà, de remettre le RNE très souvent un jour avant de lancer une formalité. Donc voilà, première chose, pensez avec anticipation à le mettre à jour parce que parfois il y a des mises à jour qui peuvent durer dans le temps, si peu qu'on rencontre un bug technique sur la fiche RNE précisément. Donc s'assurer que le RNE est bien à jour. S'assurer, deuxième conseil, que le CABIS mentionne bien le caractère unipersonnel de la société. Il s'avère que parfois, si on n'a pas eu de formalité sur une entreprise depuis très très longtemps et qu'on n'avait pas à l'époque indiqué le caractère unipersonnel, et ben il s'y est pas mis tout seul, hein, même s'il y a eu des sessions. Le RCS n'est pas magique. Parfois j'entends encore, mais ça s'est pas mis à jour parce que c'était dans mon dernier PV. Bah oui, mais si on fait pas la formalité, il ne se met pas à jour. Donc clairement, bien penser au RNE, au CABIS qui doit mentionner le caractère unipersonnel de la société et puis s'assurer que la DBE, bah, s'il y a eu des sessions de part, hein, parfois on fait quelques sessions juste avant l'opération, s'assurer que la DBE est à jour. Pourquoi? Parce que quand votre dossier de dissolution par tube va arriver au greffe, que ce soit dans le cas du caractère unipersonnel ou de la DBE qui n'est pas à jour, ça va être un motif de rejet du RCS qui va vous demander la mise à jour du CABIS ou de la DBE. Et donc, rappelez-vous que les délais de publication Bodac dépendent du traitement du greffe. Si le greffe rejette le dossier, eh bien, il repart chez vous, on refait la modification, on peut perdre beaucoup de temps pour que le greffe ensuite reprenne le dossier, traite la dissolution et envoie la demande au Bodac. Donc là, clairement, ces trois conseils sont primordiaux. Sur la fusion simplifiée, excusez-moi, j'ai été un peu vite. Merci Annabelle. Sur la fusion simplifiée, eh bien toujours, on vérifie également que le caractère unipersonnel et que le RNE sont à jour. Un petit focus sur les établissements secondaires, mais c'est valable également pour la TUP. Quand on a des établissements secondaires qui étaient inscrits côté absorbante, eh bien, ils ne se rapatrient pas automatiquement côté absorbé. Pourquoi? Parce que parfois, la société peut les reprendre dans l'intégralité, peut n'en reprendre que quelques-uns, ne peut n'en reprendre aucun. Donc, c'est une formalité qui doit se faire à l'issue de la réalisation de la TUP, où là, il va falloir aller inscrire chaque établissement au nom de l'absorbante et en indiquant comme origine du fonds que c'est suite à la TUP. Donc là, attention, il ne se rapatrie pas tout seul. Et puis, le certificat d'opposition. Alors, on le demande dans le cas de la fusion, on le demande aussi dans le cas de la TUP. C'est pas un document qui est demandé par le greffe. Néanmoins, il permet de s'assurer qu'on n'a pas reçu d'opposition et donc notre opération elle est bien ficelée, bien carrée et qu'on peut fermer son dossier sur son bureau. L'opération est faite. Donc, une fois de plus, ce n'est pas une pièce qui est demandée par le greffe, ce n'est pas une pièce qui est obligatoire, mais c'est une pièce qui permet de se rassurer sur l'opération et de se dire voilà, on a été jusqu'au bout, zéro opposition, tout va bien. Voilà pour la partie formalité. Et on voulait poursuivre sur ce webinaire pour le clôturer sur certaines opérations particulières, notamment, attention, gros point d'attention quand on a des immeubles à l'actif de la société absorbée. Si jamais on a un immeuble à l'actif de la société absorbée, alors il y a le côté régime fiscal, ça on l'a vu, mais il faut aussi être vigilant parce qu'on va avoir un notaire à faire intervenir à l'acte. Et en matière de droit d'enregistrement, là, pour le coup, le régime n'est pas le même, qu'on soit en fusion simplifiée ou en TUP. Dans les deux cas, on aura la contribution de sécurité immobilière qui est égale à 0,1% de la valeur vénale de l'immeuble. En revanche, en matière de droit d'enregistrement, autant en fusion simplifiée, on aura une exonération des droits d'enregistrement, mais pour la TUP, on aura l'exigibilité de la taxe de publicité foncière. Alors, ce n'est pas un montant énorme, hein, vous avez 0,71498% de la valeur vénale des immeubles, c'est très précis, mais selon la valeur vénale de l'immeuble, ça peut quand même entraîner un surcoût à l'opération. C'est vrai que quand on aura un immeuble à l'actif de la société absorbée, plus naturellement, on se dirigera plutôt vers une fusion simplifiée que vers une TUP. Voilà. D'où l'intérêt aussi de bien auditer les sociétés en cause dans le cadre des opérations, que ce soit les contrats, mais également de regarder le détail du bilan pour s'assurer des éléments qui seront transférés à l'occasion de l'opération. Et enfin, en matière de contrat, on a réalisé un audit très, très précis sur les contrats et les clauses de changement d'actionnaires. Si l'audit fait apparaître chez la société absorbée des contrats qui ne peuvent être transférés, hein, parce qu'ils sont souvent ils sont incessibles, c'est le cas de contrats de marché public, c'est souvent le cas. L'opportunité de la ou de fusion simplifiée peut être questionnée.
Et effectivement, on peut envisager à la place d'une TUP ou d'une fusion simplifiée, une fusion à l'envers qui permettra de conserver la société filiale qui absorbera la société holding. Et donc, dans ce cas-là, le marché public sera conservé par la société filiale. On conservera le même numéro de sirène. Et c'est vrai que pour certains contrats un petit peu personnels, qui peuvent poser, notamment des contrats de franchise, un certain nombre de contrats commerciaux de distribution particuliers, il est nécessaire de se poser la question de savoir si l'autorisation sera donnée. Après, c'est souvent lié entre la qualité de la société et la qualité de ses dirigeants. Donc après, pour éviter en effet tout risque, les co-contractants vont pouvoir peut-être dire non, on n'est pas d'accord pour qu'une opération de ce sens-là soit réalisée. Il faudra dans ce cas-là faire une opération à l'envers qui est un petit peu plus, lourde, un peu plus complexe, avec des effets et des conséquences en matière fiscale, surtout juridique et comptable. Il faudra bien reposer le sujet. D'où l'importance d'étudier, avant de mettre en œuvre quoi que ce soit, d'étudier les conditions des opérations et d'auditer toute la documentation juridique et le bilan comptable, bien sûr, pour s'assurer que on pourra arriver au bout. C'est pour ça qu'on vous dit en conclusion que, attention, c'est pas parce qu'une société holding détient 100% d'une société filiale que la fusion simplifiée ou la TUP sera à privilégier. Les apparences peuvent être trompeuses. Et il faut vraiment à chaque fois se poser la question de savoir quelle est la pertinence de cette opération au vu des objectifs qui sont recherchés. Toujours chercher à contextualiser une opération. Une étude s'impose systématiquement dans ces opérations complexes de restructuration. Donc ça, c'est vraiment notre conseil, notre conseil le plus clair. S'il fallait en retenir un, ce serait celui-ci. C'est ça, c'est attention. Les apparences peuvent être trompeuses. Clairement, c'est quoi choisir, ça dépend. Voilà, c'est ça. Voilà. Il n'y a pas de réponse figée. On va passer aux questions. Vos questions. Alors, il nous reste pour un petit peu moins d'un quart d'heure. Donc, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de questions. Donc, on va essayer d'être un peu, pour pouvoir répondre à un maximum de questions. Donc, la première question, c'est une question de Charlotte. Dans une structure où facialement, il y a 2 actionnaires, dont l'un est actionnaire via un prêt d'action, peut-on considérer que la détention est à 100% et donc considérer que la TUP est possible? Alors, le prêt d'action, ça entraîne les mêmes conséquences qu'un transfert de droit de propriété. Donc, au vu déjà de toute façon, si on est dans une société par action, au niveau du registre des actions au registre du mouvement, on aura de toute façon un mouvement sous forme de prêt de consommation d'actions. Donc, pour la société qui était titulaire de l'action avant de la prêter, elle l'a plus dans son patrimoine. Donc, on ne peut pas se faire de TUP. On pourra faire une fusion simplifiée, mais pas une TUP. Le transfert des déficits de plein droit, est-ce qu'il y a des formalités ou des engagements à envoyer auprès du fisc? Non, c'est tout l'intérêt de la mesure. Si le montant des déficits, alors il faut être vigilant sur la formule de calcul du montant des déficits. Il faut bien les reprendre en détail. Mais si on est sur un montant inférieur à 200 000 €, il n'y a pas de formalité particulière ou d'engagement à prendre. C'est toujours bien de le préciser dans le traité ou dans la décision de dissolution par sécurité. Mais c'est par principe un transfert de plein droit, donc on s'évite des formalités supplémentaires. Ensuite, c'est pour la rétroactivité fiscale de la TUP. Oui. À quelle date peut-on remonter quand la confondue et la confondante ont des dates de clôture différentes? On remontera à la date de clôture la proche de la date de réalisation de l'opération. Voilà, donc c'est-à-dire celle qui clôture en dernier, la dernière date de clôture. Quel est l'impact d'une rétroactivité comptable? La rétroactivité comptable, ça veut dire qu'au bilan et dans le compte de résultat de la société absorbante, on reprendra tous les éléments de la société absorbée à compter de la date d'effet de la rétroactivité. Donc, par exemple, si j'ai une date de réalisation de l'opération un 31 mars et qu'on avait une date de rétroactivité au 1er janvier, toutes les opérations de la société absorbée du 1er janvier au 31 mars vont être reprises comptablement par la société absorbante. Ça n'empêche pas de faire un bilan de fin d'activité pour l'absorber. Oui, de toute façon, on a quand même une cessation d'activité. On a quand même à voir ce qui s'est passé depuis le 1er janvier pour l'intégrer, pour l'additionner dans le bilan de la société.
Oui, en fait, c'est ça. C'est des retraitements qui permettent de réintégrer au bilan de la société absorbante les éléments de la société absorbée, mais ça nécessite de les avoir constatés à un moment. C'est ça, tout à fait. Pour la TUP et la rétroactivité fiscale de la rétroactivité comptable, on reprend une balance comptable à la date de la TUP, plus un résultat de la période intercalaire au premier jour de l'exercice, jusqu'à la date de la TUP. Pour la TUP et la rétroactivité. Oui, c'est tout à fait ça. C'est ça, ouais. Concernant l'enregistrement d'une TUP, celui-ci s'impose dans certains cas, n'est-ce pas? Alors, il s'impose. Ça s'impose, c'est gratuit, oui, mais ça s'impose. Voilà. Et après, on a fait. Ce que je crois comprendre de cette question, c'est que pour la formalité, on n'a pas besoin de déposer un acte enregistré. Ah. Je pense que la confusion, elle est là, en fait. Ah oui, c'est ça. Non, c'est pas obligatoire pour le greffe, mais néanmoins, peut-être côté fiscal, comme vous l'indiquez. Oui, c'est ça. Ouais. Voilà. Quelle solution quand la société absorbante est une société étrangère? Non. Et quelle est l'associé unique? Donc, la société absorbante est associée unique, mais elle est étrangère. Donc, là, on est sur des fusions transfrontalières. Transfrontalière, oui. Donc là, on a sur des régimes. C'est un autre régime. Ouais, c'est un autre régime un peu particulier. Là, on ne va pas développer, mais il y a des solutions qui existent dans le Code général des impôts et puis certainement aussi dans des conventions fiscales entre la France et les pays concernés. Alors, quel intérêt à avoir deux dates d'opposition entre l'annonce légale et le BODAC? Il n'y a pas de date. Il y a deux dates d'opposition. Hein. Ouais. Il n'y a pas de date puisque le JAL qui précédemment faisait courir des délais d'opposition ne le fait plus courir. C'est le BODAC. Mais il y a quand même une obligation de publier l'opération au JAL, au journal d'annonce légale. Voilà, je précise. Mais il n'y a pas de date d'opposition. Voilà. Alors, je vois la question de Laure, mais je pense qu'elle a déjà été répondue. Pour la publication au BODAC, le délai entre la demande au greffe et la publication est plutôt de 10 jours minimum. On disait effectivement que c'était à la diligence. C'est aléatoire. À partir du moment où il le saisit, on a remarqué que c'était 3 jours. De la demande du greffe jusqu'à la publication. Mais voilà, tout est variable en fait. La publication sur le site internet de la société n'est possible que pour la fusion certifiée et pas la fusion classique. À mon sens, c'est valable pour les deux. Oui, c'est valable pour les deux. Tout à fait. C'est pas que pour la fusion simplifiée. Et on publie sur les deux sites internet, par exemple. Oui. Et, côté absorbante et absorbée. Ou en gros, pour toutes les sociétés participantes à l'opération. C'est ça. Exactement. Ça répond à la question suivante. Voilà. On en a parlé. L'enregistrement, on en a parlé. L'enregistrement aux impôts, la décision n'est plus obligatoire, me semble-t-il. Oui, du coup, on en a parlé, effectivement. C'est ce qu'indiquait Isabelle. C'était peut-être pas très clair dans le support. La distinction est là. L'enregistrement fiscal, ça c'est pareil. Le certificat de non-opposition des créanciers pour la TIP est-il toujours automatiquement envoyé? Non, il n'est jamais envoyé. Hein. Non, il faut le demander. Il faut le demander, le payer et envoyer sa petite enveloppe timbrée. Et là, on le reçoit. Donc, avec les temps, avec les délais, alors maintenant, c'est vrai qu'on peut les récupérer par des virements bancaires maintenant, puisque tous les greffes sont occupés, presque. Mais il faut ajouter ces jours-là pour s'assurer, en effet, de la sécurité juridique de l'opération. Tout à fait. Bonjour, pour la TUP, doit-on faire une demande de certificat de non-opposition? C'est préférable. Voilà. L'AG en vue d'arrêter le principe de la fusion est-elle obligatoire, peu importe la forme des sociétés? Charles, je pense. Oui. Oui. Que ce soit une SARL, une SA, une SAS. C'est important parce qu'elle donne pouvoir, en fait, à l'un des dirigeants ou aux dirigeants de signer le traité de fusion, le projet de fusion. Comment obtenir une attestation de non-opposition si la publication a été faite sur le site internet? Même si elle est faite sur le site internet, elle indique un lieu d'opposition, un lieu où on fait ses oppositions. Donc, c'est toujours la même chose au tribunal. Hein. Oui. Alors, pourriez-vous revenir sur les conséquences sur la date de réalisation de l'opération en cas d'opposition d'un créancier? Ça, c'est sur l'allègement potentiel des délais. Sur la TUP, oui. Ça avait été effectivement précisé dans le cadre du webinaire, donc en fonction de la décision après du tribunal. Si le tribunal admet les oppositions, ça va retarder la date des faits de l'opération. Oui, en fait, si c'est rejeté, de toute façon, c'est rejeté. Mais ça a entraîné le délai de traitement du dossier par le tribunal. Si en effet c'est admis et qu'on doit désintéresser le créancier, il faut que la société concernée paye, règle ses factures. Donc voilà, il faut le temps de le faire, il faut avoir la trésorerie disponible. Et puis voilà, donc ça peut prendre un certain temps.
Ouais. Comme disait Fernand. Concernant la DBE, vu que l'associé unique n'est pas une personne physique et que c'est quand même mentionné, c'est un peu confus pour moi. Oui, c'est quand il y a des cessions, mais si on change, si les associés qui ont vendu leur titre n'étaient pas connus et qu'on a une modification de la détention par la holding, ça va entraîner une modification de toute façon au niveau du pourcentage de contrôle de l'associé, du bénéficiaire effectif. Hein, Isabelle, si je me trompe. Donc, il y a quand Exactement. C'est ça, c'est-à-dire que ce soit une personne physique ou, enfin, c'est toujours les mêmes règles. Hein. Si c'est une personne morale, eh ben, on remonte jusqu'à une personne physique qui aurait au moins 25%. Si c'est pas le cas, on indique le représentant légal sur la DBE. Mais pour le coup, elle doit être quand même à jour si, comme vous l'indiquiez, elle précise, par exemple, les associés qui ont cédé leur part à une personne morale. Par exemple, 2 personnes physiques qui auraient cédé à une personne morale dans le but de faire une TUP ou une fusion. Eh bien, il faut indiquer donc le bénéficiaire effectif de cette personne morale avec les règles qu'on connaît, au moins 25%. Et si ce n'est pas le cas, c'est le représentant légal qui est indiqué sur la déclaration. Donc, ça, on répond à la question qui suit aussi, hein, de Julia. Auquel on avait déjà répondu. J'ai vu qu'il y avait plusieurs fois les mêmes questions. L'enregistrement obligatoire, si pas d'immeuble à l'actif. Oui, l'enregistrement est obligatoire, mais ce n'est pas nécessaire pour la publicité. Si certaines TUP n'ont pas été enregistrées, quel est le risque? C'est un problème d'opposabilité. Oui. C'est l'opposabilité à l'administration fiscale, en fait. Hein. Est-ce que c'est un risque de nullité? Je ne crois pas. Non. Je ne sais pas si c'est une condition de validité de l'opération. Non, ce n'est pas comme une cession de fonds de commerce. Non. Non, c'est plus un problème d'opposabilité, je dirais. Hugo, bonjour, pourriez-vous, s'il vous plaît, revenir sur la date d'envoi de la demande d'agrément spécial de transfert des déficits? C'est très précis, hein, c'est 149 CGI en cas de fusion simplifiée. Le texte précise simplement avant la date de réalisation de l'opération. Oui, effectivement, on indiquait qu'il y avait de la jurisprudence qui avait précisé notamment les choses. Hein. C'est pas après. C'est pas après la réalisation de l'opération. Le mieux, c'est de le faire au moment où on a, pour la fusion, au moment où on a commencé à signer le projet de cette fusion. Je serais d'avis de transmettre le dossier à ce moment-là. Enfin, nous, on l'envoie plutôt à ce moment-là. Oui, pour sécuriser. L'opération. Peut-être question, une dernière. Peut-on réaliser une TUP à l'envers? Peut-on réaliser une TUP avant la date de clôture du premier exercice de l'absorbé? C'est une bonne question. C'est une des dates les plus proches. Donc ça veut dire que ça va dépendre de la date de l'absorbante. Ouais. Mais si elles sont sur le même exercice, je pense que la question c'est est-ce qu'on est obligé d'avoir un exercice clos chez l'absorbé pour pouvoir réaliser une. Si on veut faire une rétroactivité fiscale, on a intérêt à avoir son bilan de clôture. Ça paraît difficilement réalisable en fait en pratique. Si on ne fait pas de rétroactivité, peut-être, certainement. Si on fait de rétroactivité, on peut avoir un sujet puisqu'on va avoir besoin d'une référence de date. Une date de clôture, oui. En l'absence de date de clôture. Ouais. À vérifier sur ce point-là, en détail, c'est assez particulier. Mais, c'est important on ne va pas faire de publicité, mais de regarder dans la documentation, notamment chez Francis Lefebvre, puisqu'ils reprennent bien, même sur le BOFIP en fait, parce que les frises dans le temps sont bien précises et tous les cas de figure ont été repris. Donc, je vous invite à regarder dans le BOFIP. Est-ce que vous voyez une autre question? On a de la place peut-être pour on a fait le tour des questions. Je crois qu'on est arrivé au tour des questions. Et en plus, il est 11h30, Isabelle. Bon, c'est parfait. Il nous reste donc plus qu'à conclure. Moi, je vous remercie, Patrick, Annabelle et Charles, pour votre expertise si précieuse. On a appris des choses et ça, c'est génial. C'est le but de nos webinaires. Un petit mot peut-être, Patrick, pour conclure. Eh bien, méfiez-vous des apparences. Voilà. C'était un plaisir de partager des expériences. C'est vrai que ce sont des sujets qu'on rencontre très régulièrement au quotidien dans
dans nos bureaux. Après, on ne va pas se mentir, c'est un sujet très technique. Et c'est pas parce qu'on a fait 50 fusions dans sa vie qu'on a la maîtrise du sujet. À chaque fois, c'est un éternel recommencement. Il ne faut pas penser faut pas agir en alarmisme. On peut avoir des avis, mais il faut surtout à chaque fois bien reprendre un parcours précis d'audit, de bien comprendre les objectifs et bien d'étudier l'opération, toutes les opérations, le sens des opérations, pour mesurer tous les impacts, quitte à faire d'ailleurs des projections chiffrées des opérations pour bien voir ce que ça va entraîner au niveau du groupe concerné. Donc, moi, je vous invite à être très, très vigilant sur ces sujets-là. Et nos clients, j'en appelle au conseil, nos clients sont très friands de ces opérations, mais il faut qu'on soit très pertinent et que le client puisse bien comprendre vers quoi il s'engage et quelles sont les conséquences de ces engagements. Voilà. Oui, c'est des opérations qui sont quand même pas anodines, donc c'est important de bien prendre le temps d'échanger avec le client sur les objectifs, la mise en œuvre de l'opération pour qu'il soit aussi acteur du pilotage de ces entreprises. Bien mesurer tout l'environnement, hein, si on a des packs du trail, si on a des... Oui. Effectivement, alors en 3/4 d'heure, on n'avait pas la prétention d'être exhaustif sur le sujet, c'était pour avoir des premiers axes de réflexion. Mais voilà, comme le dit Patrick, c'est un sujet qu'il faut vraiment creuser quand on en a à mettre en œuvre auprès de nos clients. Très vigilant. Voilà. Merci à tous, merci à vous encore une fois de plus pour votre expertise et vos conseils très avisés. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Et à très vite pour d'autres sujets. Merci Isabelle. Merci à tous. Bonne journée à tous. Merci, bonne journée à tous. Au revoir.